Voilà, Ok. c'est lancé de mon côté. C'est lancé, Et voilà, on ça. se dit le 0 ensemble, comme en mode l'arme fatale. Allez, 3, 2, 1, 0. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans On verra en post-prod. Le podcast qui explore les coulisses de la création audiovisuelle. Ici, on parle de tout ce qui se passe avant, pendant et après un tournage. Aujourd'hui, j'accueille Basil Krasnopolski, motion designer. Ce qui m'intéressait dans son parcours, c'est justement ce chemin un peu atypique. Des études de japonais, une période dans la traduction de manga, puis une reconversion vers l'audiovisuel jusqu'à en faire son métier. On va revenir sur tout ça ensemble. Ses débuts, ses influences, sa manière de travailler aujourd'hui. Et comme toujours, on terminera avec son tips perso. Salut Basile, comment tu vas ? Mais ça va très bien, et toi ? Ça va, merci. Tu connaissais un peu l'exercice du podcast parce que tu en as co-animé un pendant quelques temps. C'est vrai, effectivement, pendant quelques années, j'avais fait ça avec un copain pendant un petit temps, effectivement. C'était axé sur quoi ? Alors, c'était un podcast un peu de niche, je dirais. Ça se concentrait particulièrement sur, on va dire, un cinéma vraiment très, très spécifique en rapport avec le Japon. En gros, entre la fin des années 70 et puis le début des années 90. Et puis plutôt du cinéma pas franchement toujours très connu. Voilà, c'était un peu ça qui nous faisait marrer, quoi. Ah oui, il y a eu, je dirais, 2 podcasts. Il y a Betamax Break Room, puis Furio Max. Mais oui, tu as raison. Là, c'est vrai que là, je parlais essentiellement du deuxième, Furio Max, mais il y avait aussi Betamax qui était un petit peu plus généraliste, où on allait plutôt vers le cinéma, souvent le cinéma américain, mais pas que. Mais effectivement, c'était un petit peu moins niche. C'est après qu'on s'est un peu radicalisé, si je puis dire. C'est ça, vous avez pris une spécialisation. Très bien. On voit qu'il y avait déjà un amour à partager son avis ou ses influences de cinéma ou du Japon plus généralement, etc. Maintenant, on va faire un retour arrière. On va parler de ton parcours. Avec plaisir. Si on revient au collège ou au lycée, est-ce que tu te souviens du genre d'élève déjà que t'étais ? Je te dirais que j'étais quand même pas mal intéressé par le dessin assez tôt. Je me revois remplissant mes cahiers de brouillon de petites têtes de Donald et de Mickey. Et puis, il y a eu la rencontre avec le manga. Donc, cette rencontre, elle est quoi dans tes années primaires, collège ? Qu'est-ce que c'est ? C'est les années collège. Moi, je suis de 82. Donc en gros, ça correspond au début des années 90 et puis c'est vraiment le moment en fait où en France il y a eu un peu cette percée du manga dans le monde de l'édition où c'était vraiment les débuts. Il y a eu quelques éditeurs quand même qui étaient un peu audacieux, j'ai envie de dire, puisqu'ils se disaient que en comptant essentiellement sur le souvenir des dessins animés qui avaient été diffusés dans le Club Dorothée, que ça allait suffire pour constituer un public qui allait acheter ça, quoi. Ces nouvelles BD, je dis nouvelles parce que c'était un format qui était quand même vraiment très exotique en France. Oui. Ces petits bouquins en noir et blanc, pas du tout en pagination 64 comme on avait l'habitude de l'avoir avec nos standards franco-belges. C'était un peu aride quand on avait l'habitude de la couleur. Et encore, ils nous le retournaient pas. Ils nous changeaient le sens pour mettre le sens occidental. C'est ce que j'allais dire. On lisait de gauche à droite. Tout à fait. Alors que là-bas, au Japon, c'est de droite à gauche. Et ça changeait toutes les compositions. C'est ça. Moi qui suis gaucher, je peux te dire qu'au départ, quand je lisais les mangas en français, je me disais « tous mes héros sont gauchers !» Oui, c'est vrai. Tu vois, moi, ça me confortait. Moi, j'étais content. Bien sûr. Et pendant le lycée, comment tu développes ces passions-là, que ce soit le manga, que ce soit l'image, la vidéo ? Est-ce que tu te fais une culture animation, une culture cinéma ou autre ? Je te dirais que déjà, pour ce qui est de l'image, ça, il faut jamais renier son capital culturel, comme on dit. Mm-hmm. Moi, j'étais fils de prof. Mon père et ma mère étaient profs. Donc, déjà, il y a des livres à la maison, blablabla. Ça écoute France Inter, France Culture, enfin, tu vois le topo, quoi. C'est pas mal. Voilà. Donc, j'avais d'une part un père qui était quand même très sensible à l'image, qui faisait de la photo et qui vraiment était très intéressée par l'image de manière générale, vraiment. Et puis ma mère, quand elle était quand même assez franchement cinéphile, jeune, elle allait vraiment énormément au cinéma. Et puis on parlait quand même souvent de films à la maison. Bon, mes grands-parents, tu vois, ils avaient pas mal de cassettes vidéo, par exemple. Il y avait beaucoup de choses à regarder. Et à côté de ça, il y avait aussi un peu ce bagage culturel quand même de mes parents qui a fait que plus tard, ça m'a plus facilement ouvert des portes pour aller tu vois, vers des films peut-être
un peu plus exigeant, un peu moins accessible. Donc, moins grand public. Donc au lycée, donc tu continues, on va dire, ce chemin dans tes passions que tu as commencé à avoir au collège. Ensuite, à la fin du lycée, quel est ton choix? Est-ce que dans ta tête, tu commences à te dire, eh ben écoute, j'ai eu mon bac S, j'ai le choix maintenant. Ben, je crois que je vais faire quelque chose dans l'image, dans la vidéo, ou toujours pas. Toujours pas. C'était toujours pas le cas. Non, je me disais pas que c'était ces études-là que j'avais envie de faire. Ça restait vraiment du domaine du hobby. Et scolairement parlant, j'étais plutôt en train de m'orienter vers les langues. Bon, alors, en plus de ça, ma mère était prof d'anglais, donc ça a certainement dû aider. D'accord. Et c'est vrai que je me dirigeais plutôt vers une fac de lettres pour faire des langues. Et au lycée, je le savais pas encore vraiment, mais plus tard, je me suis quand même plutôt dirigé vers la traduction, en ayant en tête que j'allais étudier le japonais. Comme beaucoup, la simple passion pour la culture pop japonaise s'est élargie et j'étais vraiment au sein d'un groupe qui partageait cette passion. Donc c'est très grisant quand on partage ça avec des gens. Et puis transition toute trouvée. Donc il y avait notre passion, mais il y a eu aussi le moyen d'exprimer cette passion. Et le moyen d'exprimer cette passion, ça a été de faire des petits films vidéo. Alors là, je me permets un peu de contexte. Il se trouve que dans ces années-là, donc je le rappelle, le milieu des années 90, c'est vrai que le manga n'était pas encore quelque chose de vraiment grand public. Je veux dire, c'était encore un truc un peu étrange. Quand on lisait des mangas, on sortait un peu de l'ordinaire. Et puis pas forcément dans le bon sens du terme. Et ce qui est assez amusant, c'est que à cette époque-là, Toulon était la seule ville dans toute la France, à part Paris, qui proposait chaque année un vrai salon consacré à la culture pop japonaise. C'est un salon qui s'appelait le Cartoonist, voilà, qu'on a bien fréquenté, toi et moi, je pense. Bien sûr. Et c'était vraiment... Noël à côté, c'était rien. Enfin, tu vois, je veux dire, là, quand le Cartoonist arrivait, c'était bien extraordinaire. Sûr. Et c'est sur 5 ou 6 étages de goodies, de concours dans tous les sens, de dédicaces. Il y avait une salle de projection, évidemment. Enfin, c'était quand Basile dit que c'était mieux que Noël, mais je confirme, quoi. Et comme tu l'as si bien dit, donc il y avait des concours dans le cadre de ce salon, et parmi ces concours, il y avait le concours de film amateur. Tout à fait. Et il y avait un groupe qui était niçois, il s'appelait les Bitomanes. Et les Bitomanes, c'est vraiment les premiers qui ont eu un peu cette idée d'amener ce sous-genre de la parodie de manga, d'animé, de jeux vidéo, en se filmant avec le caméscope familial. Et c'est vrai que chaque cartooniste, il y avait forcément un film des Bitomanes qui sortait, et puis la salle était en délire. C'était vraiment très drôle, quoi. Pour parler de ce qu'est un film un peu bitomane, c'est une vingtaine de personnages, tous pris de licences populaires manga, jeux vidéo. Il y avait aussi des jeux type SNK, Capcom, King of Fighters, Street Fighter, etc. Et en fait, ça se battait, quoi. Ça s'envoyait des poings, des pieds et des pouvoirs, avec de la musique donc qui était déjà prise des CD de musique de Japanimation, etc. Et aussi, petit aparté, les Bitomanes, c'était Alex Pilote qui réalisait, qui plus tard a monté la chaîne No Life tout de même aux côtés de Sébastien Ruchet. Voilà, c'est très important de le rappeler effectivement, parce que c'est quand même des gens ensuite qui n'en sont pas restés là finalement. Oui. Ça a été un tremplin qui a vraiment été le début d'une carrière, et puis c'est vrai qu'ils ont, tout à fait. Voilà, ils ont fait des choses quand même qui sont assez remarquables. Justement, quand tu dis que vous avez participé donc au concours de films amateurs en voyant donc les films des Bitomanes qui passaient au Cartoonist, qui est-ce qui avait lancé l'idée, et toi, quel rôle du coup tu as pris dans ces films? Eh ben alors, à la fin du lycée, il y avait un projet de film. Donc la première aventure, ça a été vraiment une simple participation en tant que, alors je mets beaucoup de guillemets, comédien. C'était comédien / cascadeur. Voilà, exactement. Bon, ce projet, il a abouti quand même, c'est-à-dire que on est allé au bout. Il a été diffusé au Cartoonist, donc il a eu vraiment un début, une fin. Et après ça, le groupe originel ne s'est pas reformé, mais par contre, il y était plusieurs personnes à avoir envie de réitérer l'expérience, parce que ça nous avait vraiment beaucoup plu. On a commencé à constituer finalement un autre groupe. C'est ça qui a été vraiment le début de l'aventure, puisque là, on avait envie... Je mets encore une fois des guillemets, d'écrire. Je rigole parce qu'à l'époque, écrire, ça consistait surtout, en fait, à faire l'inventaire des costumes qu'on avait, des costumes de personnages, ouais.
Et puis ensuite, de décider de quelle scène de baston il y allait avoir, et donc déduire de ces scènes de baston quel allait être l'espèce d'embryon de scénario qui allait vaguement justifier que ces combats aient lieu. Voilà, l'écriture, c'était ça. Tu m'as marché sur le pied. C'était un peu ça l'idée. Et donc dans cette deuxième équipe, là où donc tu es plus dans le noyau créatif, on va dire, de l'équipe, quel rôle tu prends? La caméra. Ah. Au départ, moi, j'étais avant tout derrière la caméra. J'ai beaucoup assisté aux séances de montage, mais c'est pas moi qui ai fait le gros du boulot parce que clairement le camarade qui faisait ça, il y passait ses nuits. Donc moi, je venais pas toutes les nuits pour faire le montage avec lui. Bien sûr. Tu venais au montage parce que ça t'intéressait? Dès que je parce pouvais. Que tu avais envie de... Dès que je pouvais. D'accord, tu venais bidouiller, apprendre en même temps? Ouais, j'étais essentiellement le chieur qui était dans son dos et qui lui disait non, ça va pas, il faut recommencer. C'est pas mal le rôle que j'ai eu. Et pendant donc que tu fais ces films-là, que tu commences à être derrière la caméra, t'es toujours en études de langue, c'est ça? Je te confirme, c'était toujours les langues, le japonais. Là, vraiment, j'allais assez nettement vers la traduction. C'était ça que j'avais en tête. Quelle a été après l'étape d'après? Alors l'étape d'après, c'est que déjà j'ai fini mes études et puis j'ai commencé dans la traduction. Il se trouve que comme j'avais quand même un peu ce background de fan d'animation, je me suis retrouvé en fait assez rapidement dans une boîte qui justement faisait ça, qui faisait de la traduction d'animation. Ça, c'était, excuse-moi, c'est quand tu es parti au Japon? Non, ça c'était après. Non, je suis parti au Japon dans le cadre de mes études. Ah, d'accord. Parce que c'est indispensable hein, quand tu étudies des langues. À un moment donné, il faut évidemment aller dans le pays parce que sinon ça sert à rien. Ouais, j'ai passé effectivement un an au Japon. Donc en revenant, tu as travaillé pour une société donc de traduction de manga. Est-ce que en parallèle de ça, tu continuais à faire les films amateurs? Tout à fait. Malgré le fait que ces années-là, j'ai quand même beaucoup déménagé, mais je continuais de garder quand même un lien fort et étroit avec le groupe avec qui je faisais des films. Et donc, dès que je pouvais, je retournais à Toulon pour participer au tournage. Et là, j'imagine donc la technologie pouvant le permettre et l'équipement que tu devais avoir aussi, est-ce que tu avais commencé à faire la post-production après avoir été sur le fauteuil à côté à dire à un monteur quoi faire? Je te confirme. Ouais, ok. On est dans quelles années à peu près là, on parle? Tout à fait. Alors, moi, je me suis équipé en revenant du Japon. Donc, c'était en 2003. D'accord. Vraiment, je me rappelle quand j'ai eu la caméra, j'étais comme un dingue parce que vraiment, j'avais envie de tout filmer. Tout. Bien sûr. Et les gens, ça les faisait marrer parce que quand j'arrivais, j'avais toujours ma caméra autour du cou. Et puis, il y avait toujours un moment où je la sortais, je filmais des trucs. Soit je filmais les gens qui parlaient, soit je filmais des choses dans la rue. Vraiment, je trouvais ça génial, quoi. J'adorais ça. Et puis, j'avais qu'une hâte, c'était de monter les images. Donc, tu montes tes premières choses. Est-ce que déjà, il y a un petit attrait pour la post-production? Très clairement. Quand j'ai eu finalement l'ordinateur, ouais. Vraiment tout de suite, voilà, je m'y suis mis. J'ai commencé à essayer d'apprendre un peu les bases du montage. Et puis rapidement, il y avait la question vraiment du côté post-production, donc des effets spéciaux, puisque c'était ça qu'on avait envie de faire. C'était des sabres laser et des météorites qui tombent. Voilà, il y avait que ça de vrai, des boules de feu. Bien sûr. Voilà, donc qui dit effets spéciaux à l'époque dit plutôt After Effects. Ça semblait être le meilleur compromis, même si voilà, c'était quand même pas évident d'apprendre ça, quoi. Et puis très rapidement, je me suis rendu compte que ça me plaisait. Ah. Je sais que pour certains, par exemple pour le camarade dont je parlais, avec qui pendant un temps on a beaucoup fait les choses ensemble. Je peux le citer, hein, c'est Fabien Fournier qui est donc celui qui plus tard sera à l'origine de la série Noob. Lui, par exemple, je me souviens que les effets spéciaux, tout ce qui était After Effects, finalement, c'était pas tant vraiment quelque chose qui lui plaisait, c'était plus un moyen nécessaire pour montrer ce qu'il avait envie de montrer. Il prenait pas de plaisir à les faire. Pas tant que ça. Ouais. Alors que moi, je sentais que ça me plaisait bien. Et j'avais de bricoler. Ouais, j'aimais bien ça. J'aimais apprendre des nouvelles techniques pour trouver des solutions aux problèmes. Ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Ouais. Cet apprentissage-là, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et là, je suis obligé de citer évidemment
un site qui a fait le bonheur de bien des vidéastes. Je le vois venir. Tu vas venir. Bien des vidéastes comme nous qui étions intéressés par les effets spéciaux en général. C'est évidemment le site copilot.net par le célèbre Andrew Kramer. Hey, what's up? Andrew Kramer here for videocopilot.net and welcome back to another very exciting tutorial. Qui a eu ensuite une carrière très faste puisqu'il a collaboré avec J.J. Abrams entre autres. Voilà. Et c'est vrai que c'est un type qui a vraiment marqué notre génération. Je pense que c'est le premier qui a proposé des tutoriaux vraiment de très grande qualité. Et puis, c'était très fluide. Enfin, il avait le sens du rythme, en fait, quand il faisait ça. Et en plus, il était drôle. Donc, vraiment, le site videocopilot.net ça accompagné vraiment. Je le remercie aussi. Beaucoup d'années d'apprentissage de la post-production. C'est important, je pense, quand on apprend ces outils-là, quand on fait de la post-production de manière générale, c'est important d'avoir des projets qui permettent d'utiliser tout ça. Et du coup, est-ce que tu as toujours eu cette approche assez pragmatique sur les tutos et ce que tu as appris sur les logiciels par la suite ? C'est-à-dire il faut que ça me serve pour mon projet actuel ou le projet qui va arriver. Toujours. Ou tu as eu cette espèce de boulimie. La boulimie était présente, mais c'était quand même toujours dans l'optique d'en faire quelque chose. Vraiment toujours. D'accord. J'ai continué de beaucoup ingurgiter des tutos. Et vers, je pense que c'était vers 2007, peut-être un truc comme ça. C'est là vraiment que j'avais envie de faire le projet. Voilà, vraiment un truc où j'allais pouvoir essayer de mettre le maximum de ce que je pouvais mettre. J'avais juste envie de faire pas plus loin qu'une scène de baston, vraiment un truc totalement gratuit. Je veux dire, il y avait pas de scénario ni quoi que ce soit. C'était, il y avait juste un contexte. C'était des personnages dans un jeu vidéo, en gros, qui se croisaient et puis qui se battaient. Voilà, ça allait vraiment pas plus loin que ça. Et puis, c'était bien sûr, c'était la base de tous les films amateurs. C'est ça. Et puis là, c'était destiné à faire, je sais pas, peut-être une dizaine de minutes, un truc comme ça. Et vraiment, j'avais envie de me lâcher. Et ce projet-là, j'ai mis énormément de temps à le concrétiser parce que j'ai tourné les images à cette époque-là, là vers 2007. Oui. Et puis après, comme encore une fois, j'ai beaucoup bougé, je fais plein de trucs et ça, à chaque fois, finalement, ça a un peu retardé l'aboutissement de ce projet. Donc j'avais les rushs, j'avais toutes les images, elles étaient en boîte. Et puis par contre, fallait faire toute la post-prod. J'ai fini par la faire vraiment que presque 10 ans plus tard. Je crois que c'est je crois que c'est en 2016 que c'était une année où j'avais beaucoup de temps et je me suis dit, allez, c'est cette année que je vais le faire. Ah oui. Et où j'ai passé littéralement plusieurs mois dessus. Je faisais ça à plein temps. Est-ce que cette scène aujourd'hui, elle est publiée quelque part ? Est-ce qu'on peut la voir ? Est-ce que les gens qui écoutent ce podcast peuvent la voir ? On peut la voir effectivement sur mon portfolio, sur mon site en ligne. Le petit cours, il s'appelle Lost Level. Tu parles de ton portfolio, mais est-ce que tu peux donner l'adresse ? Bien sûr. Alors c'est bazky.com, bazky.com. Voilà, tout simplement. Comme ça, les gens peuvent aller voir de quoi on parle. Franchement, la scène vaut le détour. Hein. Comme tu as dit, le projet où tu veux pousser les potards à fond, quoi. Voilà, alors je pense à autre chose, excuse-moi, où tu as poussé les potards à fond. Une scène qui a eu une résonance aussi à l'international, pour le coup. C'était dans un épisode d'un film amateur qui s'appelle Final Quest 3. Et en fait, c'est une scène où il y a un C-17 et C-18 de Dragon Ball Z qui se battent contre le Great Saiyaman, donc le costume de Sangohan quand il est en super-héros au lycée. Et donc, c'est joué par Zell Leblanc dans Noob. Voilà, cette scène isolée, elle s'est retrouvée partout sur YouTube. Aujourd'hui, vous tapez Dragon Ball Final Quest 3, vous allez voir. Là, tu as poussé l'exercice au paroxysme, vraiment au maximum de ce que tu pouvais, parce que je crois que tu l'as réalisée et post-produite. Est-ce que tu veux bien parler de cette scène aussi ? Bien sûr, avec plaisir. C'est vrai, j'avais pas pensé à le mentionner. Alors effectivement, c'était une petite scène qui faisait partie d'un film plus long. C'est ça. Vraiment dans l'esprit des Bitoman, voilà, avec déguisement approximatif et tout ce qui va avec. Et c'est vrai qu'il y avait cette courte séquence où là, c'était vraiment un désir de ma part de faire une scène de combat de Dragon Ball Z vraiment
la plus, je mets des guillemets, mais la plus sérieusement possible, dans le sens où Bien sûr. je voulais vraiment faire le maximum de ce qui était possible à ce moment-là, avec les connaissances que j'avais, avec nous, ce qu'on pouvait faire, quoi, en termes d'image, en termes de toutes sortes de choses. Et c'est vrai que j'ai donné beaucoup de ma personne, ouais, pour pour cette scène-là. Donc j'avais été surpris parfois par la suite que des gens dont j'estimais le travail par ailleurs, j'avais été surpris que ces gens-là me disent ah ouais, ta scène, franchement, c'était trop bien, quoi. Et là, je me disais, ah bah non, ça me fait vraiment plaisir que lui, il a vu. Et puis même plus récemment, je sais pas si tu as vu cette émission, mais ça s'appelle Les Termes. Les Termes, c'est une émission que font le Bazar du Grenier, donc le Joueur du Grenier avec Seb du Grenier. Ils font une sorte de podcast, une émission plutôt, filmée. Et donc, il y a un an est sorti l'épisode 10, où il y avait Fabien et Julien de chez Olydri, donc qui font Noob, entre autres, Fabien Fournier. Et dedans, le Joueur du Grenier parle de cette scène Dragon Ball, en disant qu'à l'époque, c'était quand ils ont vu ça, ils sont décrochés la mâchoire. Et je trouvais ça sympa qu'ils en parlent. Et tu vois, je savais même pas. Ah ben, je savais. Je me disais, je sais que t'es loin de tout ça, évidemment, mais je t'enverrai l'extrait. Avec plaisir. J'ai pas pu te le diffuser là, mais je vais peut-être d'ailleurs le diffuser pour nos auditeurs. Mais je te l'enverrai aussi. Et il parle 2-3 minutes de cette scène et de toi, donc. Et Fabien Fournier, donc, te rend un bel hommage, d'ailleurs. Tu sais que moi, je ne t'ai pas connu grâce à la série Noob. Je t'ai connu grâce à quelque chose que je pense que tous les gens qui ont connu la période 2010, environ les débuts de JDG, ont forcément vu sans savoir que c'était vous. C'était ce truc sur DBZ que vous aviez fait. Final Quest 3. C'est ça, qui était fantastiquement bien fait. Donc c'était, C'est vrai que c'est une vidéo qu'on s'est beaucoup partagée, ouais, effectivement. C'est une vidéo qu'on s'est énormément partagée, qui a beaucoup tourné, même à l'international d'ailleurs. Alors si c'est bien fait, c'est que ce n'est pas moi qui ai fait la post-prod. C'est un copain, c'est Basile. Passage de Final Quest 3. Les gens disaient, mais putain, mais c'est incroyable. C'était à l'époque, il n'y avait pas trop de fanfic comme ça filmés autour de DBZ. Bah, surtout avec des effets spéciaux. C'est et ça, des ouais. ça, hein. Plutôt quali. Alors, les effets spéciaux, ils ont pris 1 an à peu près. C'est Zeus, donc celui qui faisait Final Quest avec moi, qui s'est occupé de tout et qui d'ailleurs aujourd'hui c'est son métier. Il est motion designer, il fait ça. Mais lui vraiment, il faisait des captures image par image. Il se disait ok, dans le dessin animé c'est comme ça, je dois absolument trouver l'équivalent en live en fait. Bien et sûr. il a mis 1 an. C'était. On sent que c'est un fan derrière. Ouais, C'était un fan. Et c'était vraiment, c'est extrêmement bien fait. C'est toujours bien fait pour aujourd'hui. Et c'est déjà Quelle année encore plus bien fait à la cet extrait Alors celui-là, ça c'est l'épisode 3, on l'a fait, mais Noob n'avait pas commencé. C'était Ah oui, là, il n'y avait pas encore donc Noob. on est vers 2007 à peu près, 2006-2007. Ouais. Donc c'est super en avance pour ça. Est-ce que de voir ça, parce que je sais que moi je me souviens très bien, c'était à l'époque, c'était souvent repris un exemple, de dire, vous voyez, faire un live action DBZ, c'est possible, regardez. Mais est-ce que ça t'a inspiré derrière? Tu t'es dit putain, il y a quand même un moyen d'aller plus loin. Ah oui, moi, Basile, il a fait ça et il a fait aussi une démo sur Lost Levels, donc l'autre prod qu'on avait fait, mais là bon, ça a moins tourné parce que c'est vraiment C'est pas sous licence, quoi. Voilà, c'est pas sous licence, mais c'était incroyable ce qu'il faisait. Moi, je me souviens, j'avais regardé j'ai dû regarder une centaine de fois en disant voilà, on peut faire ça. Et donc voilà, donc tu as pu faire ces scènes-là où tu as poussé After Effects au maximum dans les années 2007-2008. Ensuite, est-ce que c'est à ce moment-là où tu tombes un peu amoureux d'After Effects et de cet apprentissage, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es toujours en train de faire de la traduction à côté de japonais ou t'es sur autre chose? Bah, à ce moment-là, moi, j'étais un peu dans l'impasse, je peux pas le dire autrement. Professionnellement parlant, ça se passait pas très bien au niveau de la traduction. Je sentais que j'étais vraiment pas assez compétent, finalement. Je peux pas le dire autrement. Et non seulement j'étais pas assez compétent, puis surtout, j'avais même pas vraiment le désir fort de continuer à faire en sorte d'être plus compétent. Je veux dire, de vouloir m'améliorer, d'être curieux, de me mettre en relation avec des gens qui faisaient le même métier que moi. Je me sentais même pas animé par ce truc-là, donc je me disais, je pense que tu fais fausse route. Ça, c'est pas très bon signe. Et puis parallèlement à ça, je m'intéressais au cinéma de manière générale, de manière vraiment plus profonde. J'ai acheté énormément de bouquins à cette époque-là. Là, j'avais envie de tout savoir sur les métiers du cinéma, comment on faisait un film. Ah oui. Là vraiment, le cinéma m'intéressait vraiment beaucoup, donc je bouffais des films tout le temps, des films de répertoire. J'en ai beaucoup consommé à cette époque-là. Et puis commençait à germer dans ma tête cette idée que peut-être qu'il allait falloir opérer une reconversion. Et toute la question, c'était reconversion, mais vers quoi? Je sentais que c'était les métiers de l'image qui m'intéressaient, mais sauf que c'est quand même très vaste.
Voilà, donc j'ai décidé de faire une année de formation dans une école d'audiovisuel qui s'appelle 3IS, donc qui se trouve à Paris dans les Yvelines. Ok. Et alors, mon choix quant à la spécialisation, ça s'est fait aussi par défaut. C'est que j'ai regardé ce qu'il y avait comme formation sur un an, et il n'y en avait pas 36. Il y en avait une notamment donc, qui formait les étudiants, pour être soit assistant réalisateur, soit script. Ah, ok. J'avais faim de ça, on pourrait dire, de voir comment ça se passait un vrai tournage. Ah oui. Et ça m'a aussi permis de me rendre compte que c'était pas du tout fait pour moi. C'est vrai. Et t'avais choisi quoi, pardon? T'avais choisi assistant réal ou script? Alors c'était les deux, la formation était vraiment double. On avait les deux cours. D'accord. Est-ce que tu peux dire aux gens ce que c'est que le métier d'assistant réalisateur et le métier de script, assez succinctement? Avec plaisir, c'est vrai que ces deux professions, alors pour le coup, c'est pas très parlant, les intitulés de ces métiers-là. Bah oui. L'assistant réalisateur, on a l'impression que c'est quelqu'un qui partage le travail du réalisateur, alors qu'en fait, c'est pas ça du tout. C'est pas tant quelqu'un qui partage le travail, c'est plutôt quelqu'un qui décharge le réalisateur de toute une part du travail. C'est-à-dire que je caricature parce qu'évidemment, il y a beaucoup de nuances à faire parce que tous les réalisateurs sont différents, mais bon, de manière générale, Bien sûr. le réalisateur, c'est plutôt celui qui s'occupe de la direction d'acteur. C'est celui qui vraiment s'occupe de la façon dont il va mettre en scène son plan, et il est normalement souvent plutôt avec les comédiens à parler des intentions de jeu, de tout ça. Et a priori, il ne s'occupe pas de tout le reste, c'est-à-dire déjà toute la partie logistique et puis surtout de la liaison entre tous les postes. C'est vraiment plutôt l'assistant réalisateur qui a ce rôle-là. Souvent, je le compare à un chef de gare, dans le sens où c'est vraiment lui qui a une vision d'ensemble sur tout ce qui doit se faire, les trains qui doivent arriver, les trains qui doivent partir. C'est lui qui sait à quel moment il faut mettre un coup d'accélérateur, parce que là, vraiment, la fin de journée approche et on a lui pas fait calcule assez les de temps. délais et c'est ça, lui il voit l'argent aussi défiler. Exactement. Quoi. Il est en tout cas plus au courant de ça que le réel. Tout à fait, mais pour autant, il est quand même très impliqué aussi dans le processus artistique, dans le sens où il faut que lui-même ait une sensibilité artistique, parce qu'il doit comprendre aussi ces enjeux-là. Et c'est un rôle qui est très compliqué, parce qu'il faut être à la fois un très bon chef d'équipe et un très bon gestionnaire de crise. Voilà. Et moi, je suis gestionnaire de crise, ça je sais pas, mais en tout cas un bon chef d'équipe, vraiment pas. Moi, c'est pas du tout ma personnalité, donc clairement, c'était pas un métier qui était fait pour moi. Mais il y a des gens qui savent très bien le faire, et bravo à eux, parce que c'est un métier compliqué. Et quant au métier de script, qui d'ailleurs, vraiment anecdote très courte, historiquement parlant, c'est souvent un métier qui était attribué aux femmes. C'est vrai. Parce que souvent, c'est la secrétaire du réalisateur, plutôt. Je pense que ça vient surtout d'Hollywood, avec leur logique de studio, où il y avait vraiment quelque chose de très hiérarchisé. Le réalisateur avait souvent une secrétaire, et puis c'était souvent la secrétaire qui endossait ce rôle alors on appelle ça en anglais continuity, donc la continuité, ça se dit pas vraiment en français, mais le terme est quand même parlant. C'est de s'assurer que en toutes circonstances sur le tournage, on ne fait pas de faute de raccord. Et la faute de raccord, c'est aussi bien le petit détail du genre le verre qui est vide dans un plan et qui est plein dans le plan d'après, ça c'est le plus visible. Mais après, il y a tout le reste qui est très important, qui est que par exemple, il faut pas qu'un personnage qui arrive dans un certain état d'esprit sur un plan, il faut pas que juste après dans la scène, il ait un état d'esprit différent, sauf si c'est le scénario qui l'a dicté. Ça, c'est aussi... elle tient le fil rouge de la continuité des émotions. Tout le temps. Okay. Et voilà, ça demande des qualités qui s'inventent pas, et moi je les ai pas, donc ça me convenait pas non plus. D'accord, donc tu termines cette année-là, bon, j'imagine en ayant appris quand même plein de choses intéressantes, ça j'en doute pas. Oui. Mais t'as toujours pas trouvé toi ce que tu vas faire au milieu de ça, c'est ça? Et non, exactement. Donc j'étais quand même un peu dans le désarroi, je vais pas te le cacher. Bon, ce qui m'a sauvé entre guillemets, c'est que dans ce genre de formation en général, il y a toujours un stage à faire. C'était un stage de 6 mois qu'il fallait faire. Et j'ai eu beaucoup de chance. Par mon réseau de connaissances, j'ai ouï dire qu'une boîte dans laquelle bossait une connaissance à moi, cette boîte avait besoin de stagiaires qui avaient des connaissances en termes d'After Effects et surtout de détourage, de fond vert, de ces choses comme ça. Donc j'ai postulé à ce stage, et puis ça a marché. Puis ça a abouti sur une embauche. Ok. Moi, je me sentais très bien là où j'étais, et puis eux étaient satisfaits de mon travail, donc j'ai fini par rester 3 ans dans cette boîte-là. Cette boîte à Paris?
cette boîte à Paris qui s'appelait Brainsonic, puisqu'elle D'accord. n'existe plus maintenant, elle a été revendue. C'était une boîte qui faisait beaucoup de choses, mais essentiellement du web. D'accord. Puis c'était vraiment une boîte qui faisait tout, c'est-à-dire elle proposait à des clients vraiment des sites clés en main. Ça a été vraiment voilà mon expérience première et fondatrice. C'est vraiment là que j'ai appris à vraiment utiliser mes connaissances de manière professionnelle. Ok. Et est-ce que en arrivant là-bas, tu t'es dit heureusement que j'ai passé toutes ces heures à faire des tutos, des films amateurs, parce que c'est grâce à ça qu'aujourd'hui tu as pu faire cette bascule. Je me suis dit, c'est super, effectivement, que ce passe-temps, cette passion, ait pu finalement, sans que je l'ai voulu au départ, me permettre de démarrer effectivement une carrière, alors que j'avais pas du tout de formation pour ça. Puis j'étais pas tout seul dans le sens où j'étais pas la seule personne qui faisait. Alors je vais utiliser le mot puisque on n'a pas encore utilisé ce mot-là, qui faisait du motion design, puisque c'est le moment où on commençait un peu plus à employer ce terme-là. Et puis j'ai évidemment appris énormément auprès d'eux. Donc déjà 3 ans d'une super expérience, Ouais. c'est quand même la bascule se fait bien. Ensuite, après ces 3 ans, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pars de ces 3 ans? Enfin, pourquoi tu pars de cette entreprise? Et où tu vas? Alors, je pars de cette entreprise vraiment pour plein de raisons à la fois. Déjà parce que j'ai l'impression de tourner un peu en rond dans cette boîte-là. Il y a eu notamment une période où les besoins avaient un peu changé et du coup, on était un peu assigné à des tâches vraiment assez rébarbatives qui correspondaient pas à ce qu'on faisait avant. Ok, J'étais très content d'avoir eu cette expérience parisienne parce que j'en avais très envie. bien sûr. J'avais l'impression d'être arrivé au bout d'un cycle. Et puis, il y a eu une idée qui a germé comme ça, voilà, de partir à l'étranger, plutôt dans un pays anglophone, puisque j'avais pas trop de problèmes avec l'anglais. Les États-Unis, c'était hors de question parce que du point de vue des visas, c'est quand même vraiment très compliqué. L'Angleterre, ça me paraissait trop proche. L'Australie, ça me parlait pas du tout. Et je me suis dit, pourquoi pas le Canada? Donc, il y a ce projet qui a germé d'aller au Québec. Et puis, voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc, je suis parti. Donc t'as pas trouvé une entreprise avant de partir, tu es d'abord parti pour chercher là-bas. Ok. Ouais, je suis parti en ne sachant pas si c'était pour m'y installer durablement ou si c'était vraiment juste pour avoir une expérience courte. Et donc une fois que t'es arrivé là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'as pu mettre un pied dans ton activité, on va dire, là-bas? Ça a quand même pris du temps. Je suis arrivé là-bas, si je me rappelle bien, au tout début du mois d'avril 2013, si mes souvenirs sont exacts, et j'ai trouvé du travail dans ma branche à la fin du mois de décembre. Ah d'accord, donc quasiment à la fin de ton visa. C'est ça. Combien de temps t'as pu rester là-bas? Alors donc, j'ai pu rester dans cette boîte-là 2 ans et demi. Et donc tu peux nous dire peut-être quelle entreprise c'était et surtout quel métier tu as pu faire? Avec plaisir. Alors, c'était très intéressant parce que c'est une boîte qui n'avait rien à voir avec la boîte où j'avais travaillé auparavant. Donc, pour situer un petit peu, la boîte dans laquelle je travaillais à Paris, c'était une boîte qui était dirigée par un mec qui avait quand même avant tout envie de faire de l'argent. Alors, ne soyons pas naïfs, évidemment, c'est le but de toute boîte de générer de l'argent, ne serait-ce que pour pouvoir survivre. Mais disons que vraiment, ça se sentait que c'était l'intention première, c'était ça. Ouais. Et ça se traduisait au quotidien par le fait que on était vraiment incité à réutiliser au maximum ce qui avait déjà été fait, à recycler pour vraiment. C'était pas propice à la création. Ouais, les fenêtres étaient assez réduites en termes de. Ok. En termes de créativité. Alors ça a des avantages parce que ça te permet de travailler efficacement, d'apprendre certaines logiques qui peuvent être vraiment très utiles pour le travail. Mais par contre, c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est quand même un peu frustrant de travailler toujours dans cette optique-là, dans l'impression qu'on est toujours limité par le budget, qu'il faut aller vite et que tant pis si oui on aurait pu faire mieux, mais bon on n'est pas là pour ça quoi. Voilà. Ouais. Au bout d'un moment c'est vrai que c'est un peu frustrant. Ok. Et c'est vrai que la boîte canadienne dans laquelle j'ai pu travailler avait une philosophie qui était tout à fait différente. Et c'est vrai que dès le départ le profil des dirigeants, parce qu'ils étaient plusieurs partenaires, était pas du tout le même. C'était vraiment des personnes qui venaient soit d'un milieu résolument artistique. Il y en avait un, je crois, qui avait une galerie d'art fut un temps. Ah oui. Ou alors il venait plutôt du domaine du luxe, de la mode, des choses comme ça. Ouais. Là, il y avait vraiment cette volonté de faire des choses belles. Et c'était pas grave si ça coûtait plus d'argent. Puis bon, voilà, les clients étaient pas les mêmes non plus. Quand j'étais dans ma boîte à Paris, c'était vraiment du
corpo à fond, c'était D'accord. des clients genre Microsoft, toutes sortes de boîtes, mais vraiment les boîtes du privé qui font des trucs très plan-plan, je veux dire, D'accord. très attendus, où chacun copie l'autre. Oui, Voilà, oui. on réinvente pas la poudre, quoi. De la communication interne d'ailleurs, ça devait être aussi en quelque sorte. Beaucoup de communication interne, tout Ouais, à fait. voilà, Beaucoup c'est de ça. communication Ok. interne. Il y avait un peu de com externe, mais enfin c'était surtout de la communication interne. Et c'est vrai que c'est le plus. On t'envoie un PowerPoint et on te dit il faut Ouais. en faire quelque chose de mieux. Oui, et puis vraiment, on sent que il faut pas trop dépasser, quoi. Oui. Que dès qu'on commence à faire des choses un peu folles, Ouais, là, non, attention. du calme, là. Voilà, donc c'est vrai que là, j'étais dans un environnement qui était tout à fait différent. On a fait aussi, évidemment, notre part de boulot un peu corpo, Bien sûr. mais à côté de ça, c'est vrai qu'il y avait des projets qui avaient rien à voir. Moi, un de mes meilleurs souvenirs, c'est un projet qu'on a fait pour l'Opéra de Montréal. C'était une réécriture de Samson et Dalila, le classique de Saint-Saëns, D'accord. Camille Saint-Saëns, et le metteur en scène avait envie de faire de la vidéoprojection. Ah oui. Donc l'unique décor, c'était une surface sur laquelle étaient vidéoprojetées des images. Et donc, on avait à faire, je sais pas, 2h30 de spectacle, peut-être quelque chose comme ça. Ok. Et ça, c'était vraiment intéressant parce que, alors, d'une part, il y avait vraiment l'aspect très graphique et esthétique du beau décor, oui. avec des éléments floraux, avec des motifs, des textures, des choses comme ça. Et d'autre part, il y avait aussi un côté effets spéciaux, où là, moi, ça me parlait forcément, avec des fois des effets de foudre, avec des nuages de poussière, des choses comme ça, où ça, moi, j'étais comme un dingue. Là, c'était ma came, quoi. T'as dit c'est pour moi. Oui, puis ils savaient que c'était mon truc, donc Bien sûr. tout de suite, ils se sont dit bon bah voilà, on va lui confier cette partie-là parce que il va s'éclater et puis a priori ça devrait être pas mal, quoi. Ah oui. Ça, c'était vraiment un bon souvenir, voilà, un exemple que je peux donner de ce que j'ai pu faire dans cette boîte-là. C'était très intéressant. Et oui. Est-ce que c'est un des travaux, qu'on peut voir sur ton site, il me semble, non? Ça me parle de voir une scène projetée. Tout à fait. C'est vrai que ça, on peut le voir effectivement sur mon site, effectivement, et ce projet pour l'Opéra de Montréal, effectivement, il est toujours en ligne, ouais. Et donc, toi, tu faisais la partie des animations effets spéciaux ou tu animais aussi les compositions florales dont tu parlais, c'est-à-dire qui étaient très motion design En fait, on a été deux essentiellement à travailler sur le projet. On était deux motion designers. Pour faire 2h30 de contenu. Ouais, bah, bon, après, évidemment, hein, ça bouge pas dans tous les sens tout le Non, temps, bien loin sûr. s'en faut. Mais quand même. Mais bon, faut quand même, faut quand même remplir les 2h30. Et ouais, on s'est répartis comme ça, à deux, tout ce qu'il y avait à faire, quoi. Donc tu restes 2 ans et demi dans cette entreprise. Ça se termine parce que pareil, tu as ça se fait le termine tour, vraiment pour des raisons encore. Non, j'avais pas vraiment l'impression d'avoir fait le tour dans cette boîte là pour le coup. Là, c'est des raisons complètement personnelles. J'ai rencontré quelqu'un. Elle avait pour projet de rentrer en France. Moi, j'étais plutôt parti pour rester encore un certain temps au Canada. Je savais pas que je savais que je n'allais pas m'y établir ad vitam aeternam, mais je pensais y rester encore quelques années, mais en même temps ça m'allait parce que j'avais eu déjà une expérience très très riche. Donc je suis rentré en France et puis j'ai continué à travailler en tant que freelance cette fois pour cette boîte canadienne pendant encore pas mal de temps. Ah d'accord, ok. C'est ça qui m'a permis de continuer à travailler tout en étant mobile, puisque quand je suis parti de France, en fait, je savais même pas où j'allais, quoi. Finalement, je me suis établi à Lyon, mais au début, c'était même pas le plan, quoi. Je savais pas où est-ce que j'allais. Donc, c'était important d'avoir quand même une source de revenus. Ben, oui, complètement, mais c'est ça. Mais ça a été quand même pas mal que cette société canadienne a pu te faire travailler en freelance, parce que là, on arrive du coup dans le dernier arc de ta vie professionnelle. C'est quelque part ce retour en France. Et donc... ce statut de freelance qui est donc la première fois que tu l'as dans ta vie, c'est ça? Non, c'est pas la première fois parce que d'accord. j'avais déjà été freelance en tant que traducteur. Ah oui, bien sûr. Dans mon optique, au début, l'idée c'était pas de rester à mon compte, hein, c'était de retrouver assez rapidement un poste dans une agence. Puis j'ai cherché, j'ai passé quelques entretiens et puis ça n'a pas débouché. Puis comme j'avais pas particulièrement le couteau sous la gorge dans le sens où j'étais pas en galère de thunes, voilà pour le dire vulgairement. Donc il y avait pas vraiment cette urgence, cette nécessité de trouver absolument. Donc par défaut,
je suis resté à mon compte et c'est vraiment pas tout de suite. Hein, ça a pris au moins 2 ans, 3 ans peut-être que je commence à me dire finalement, est-ce que j'envisagerais pas de rester pour de bon à mon compte? Maintenant, on arrive effectivement sur la partie, on va dire, de ces dernières années de ce que tu fais. Aujourd'hui encore, tu es freelance, tu es à Lyon, toujours. Je confirme. Si tu devais décrire ton métier aujourd'hui, tu dirais que tu fais quoi exactement? Alors, je te dirais qu'aujourd'hui, je suis vraiment motion designer à part entière dans le sens où, je disais plutôt que j'avais fait ce projet à un moment donné où j'avais envie de tout donner, voir jusqu'où j'arrivais en utilisant After Effects pour faire des effets spéciaux. Mm-hmm. Une fois que j'ai terminé ce projet-là, ça a été comme une bascule. Il y avait quelque chose qui avait été satisfait. Oui. Et puis après ce projet-là, j'en avais plus envie. Et c'est vrai que pour le coup, après, je me suis un peu détaché du côté vraiment VFX post-production et je suis allé plus vers le côté vraiment plus graphisme et puis et particulièrement l'animation 2D. Et tout particulièrement quand j'ai donné des cours, il y a eu 2 ans en fait où j'ai donné des cours dans une école. Mm-hmm. Et parmi les choses qui me paraissaient importantes de transmettre, il y avait vraiment tout ce pan là de l'animation 2D, de l'animation de personnages notamment. Et j'y ai vraiment pris goût. J'ai découvert quelque chose là, sur le tard encore. Ok, tu travailles seul ou en équipe? Je te dirais que un peu plus souvent je travaille seul, mais ça m'est quand même souvent arrivé de travailler en équipe. Je vais venir à un point crucial. Alors, je fais partie d'un espace de coworking où je travaille pas seul chez moi. Je suis vraiment dans un peu comme un atelier où il y a d'autres gens. Et puis, il se trouve que il y en a pas mal qui sont dans des métiers voisins. Oui. Et c'est arrivé parfois, qu'on bosse à 2, 3. Cet espace de coworking, ça me fait penser à quand on avait repris contact il y a quelques temps, toi et moi. On s'était un peu, comment on peut dire, jaugé un peu sur les techniques, l'approche qu'on avait du métier. Tu m'avais dit justement que toi, tu pouvais pas réellement travailler de chez toi. J'avais trouvé ça super comme choix d'aller justement à un endroit, à un coworking, d'avoir un cadre qui n'est pas chez toi. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ce choix? Bien sûr. Comme je te l'avais dit auparavant, moi, j'avais déjà eu l'expérience du travail à la maison quand j'étais traducteur. Et déjà à l'époque, ça m'avait pas franchement plu. Donc quand j'ai dû le faire à nouveau, parce que j'avais pas vraiment le choix, je me suis dit à nouveau que ça me convenait vraiment pas. Déjà, je savais que ça existait, les espaces de coworking. J'avais simplement peur de tomber dans un endroit où les gens partageraient pas beaucoup. Oui. Où chacun serait un peu casque sur les oreilles. Dans sa bulle, mais pas chez soi. Ouais, c'est ça. Et j'avais pas envie de ça parce que je me disais, quel intérêt si on se parle pas. Tu payes un double loyer. Trop de différence. Oui, exactement. Donc j'ai cherché un espace de coworking et puis j'ai vraiment eu beaucoup de chance parce que le premier que j'ai trouvé, ça a été le bon. Ouais, super. Et puis assez rapidement, je me suis rendu compte que l'ambiance dans cet espace-là était complètement conforme à moi ce que j'attendais, ce dont j'avais envie. Et puis, alors là, pour la petite histoire, il se trouve que le coworking a fermé pour des raisons administratives, mais j'y suis resté 8 ans quand même. Ah oui. C'est pas rien quand on reste 8 ans quelque part. J'ai vraiment tissé des liens très forts avec certaines des personnes là-bas. Je veux dire, là, c'est devenu des amis. C'est pas. Bien sûr. C'est allé bien au-delà du cadre professionnel. C'est vrai que c'est un truc que je recommande vraiment. Alors après, toutes les questions de personnalité, évidemment, parce que je comprends complètement qu'on puisse se retrouver dans le travail à la maison. C'est un truc que j'entends très bien. Voilà, il se trouve que moi, je sais que ça me convient pas. J'ai besoin vraiment du minimum d'interaction humaine dans la journée. Sinon, je le vis pas bien, quoi. Sans aller jusqu'à vraiment développer des relations d'amitié. Non, mais des échanges. Juste avoir cette petite des échanges quand même dans la journée. Moi, je sais que j'ai vraiment besoin de ça. Et au-delà de ce besoin vraiment très primaire, il y a le fait que ça peut apporter vraiment beaucoup de choses sur le plan professionnel. Et moi, ça m'en a apporté énormément. Et oui. Et dans un espace de coworking, ça m'a apporté concrètement du boulot. Oui. On m'a proposé des projets. Puis aussi, ça permet de voir comment les autres travaillent. Ça, c'est vachement bien parce qu'il y a toujours un moment, où on se balade et puis on vient derrière l'épaule
de ceux qui sont en train de bosser. puis ouais, t'es sur quoi en ce moment? Ah ouais, tu fais ça comme ça, toi. Ben ouais, c'est ça qui est bien. C'est du pain béni. Tellement Ça, des c'est autres. formidable. Ben oui. Ça, c'est super. Et donc maintenant, parlons plus du métier lui-même. Quand tu démarres un projet, tu passes par quelle étape? Est-ce qu'il te faut un brief, des références? Est-ce que tu commences à faire des animations basiques peut-être pour montrer au client vers quoi tu t'embarques avant d'aller plus loin? Voilà. Comment tu procèdes le démarrage d'un nouveau projet? Donc en général, quand il y a un projet, il est quand même déjà un petit peu avancé dans le processus. Et après, voilà, ça dépend. Des fois, c'est très avancé, des fois, c'est peu avancé. Et puis, des fois, c'est des gros projets où il faut forcément qu'il y ait déjà beaucoup de choses qui soient mises en place. Et puis, des fois, c'est des projets beaucoup plus modestes où c'est vraiment pas grave. Et c'est à développer au fur et à mesure de ton travail à toi. Ok. Tu travailles avec quel outil, d'ailleurs? Franchement, 95% After Effects. D'accord. Et est-ce que tu as un plugin favori parce que After Effects, il faut quand même le dire, c'est un super logiciel de base, mais quand on le sort du carton, il manque toujours des choses. Ouais, alors je vais un peu botter en touche parce que c'est pas vraiment mon plugin préféré. En fait, c'est un truc qui change ta vie de professionnel. Alors, pardon pour ce prologue un peu cryptique. Ouais, mais le teasing là, T'as vu? Ah ouais, j'ai hâte. Alors, c'est tout simplement le petit plugin qui vient du site, encore une fois, videocopilot.net. Ouais. C'est le petit plugin FX Console qui, en fait, n'est rien d'autre qu'une petite barre qu'on appelle avec un raccourci clavier très simple et qui permet de rentrer directement au clavier beaucoup de choses. Je vais le dire. Soit d'appeler un plugin. Oui, vas-y. En fait, pour les utilisateurs de macOS, ça s'appelle Spotlight. Sur macOS, quand vous faites... Ah, d'accord. Voilà, quand on fait commande et espace, ça amène cette fenêtre qui pop au milieu où on peut écrire tout de suite un logiciel, le nom d'un document, et en fait, ça fait apparaître cette liste-là. Et je pense que Andrew Kramer s'est inspiré de ça pour faire cet outil il y a déjà bien des années. Mais c'est fantastique. Et effectivement, sur After Effects, n'importe où tu es, tu peux appeler des presets, tu peux appeler des effets en commençant à peine à taper le nom de l'effet, quoi. Et c'est un gain de temps. C'est ça. Donc je dis ça à moitié en plaisantant, mais je rigole pas vraiment dans le sens où ce qui est capital, je trouve, quand tu commences à travailler, surtout quand c'est plus juste une passion, c'est qu'il faut être efficace en fait. Ouais. Et c'est vrai que quand tu bosses 8 heures par jour et que tu fais que ça, en fait ça a vraiment son importance. Le fait de pas être perpétuellement coupé dans ton élan. Après, si je dois être plus sérieux, mon plugin de cœur, c'est quand même un truc qui me reste de mes années de fan de VFX et trucs comme ça. Mon plugin de cœur, c'est Particular. Ah, bien sûr. Il y a un collègue qui, pour rigoler, toi, t'es Monsieur Particule. Parce que c'est vrai que j'ai vraiment celui-là, je l'ai énormément utilisé pour vraiment toutes sortes de choses. C'est un effet pour générer des particules pour les gens, voilà. Donc les particules, c'est imaginer des grains de poussière et on en fait ce qu'on veut. Et ça, je trouve ça formidable. Voilà, ça c'est bien. C'est vrai que de plus en plus, moi ça me gonfle. C'est vrai que le problème quand tu fais beaucoup de post-prod, de VFX, de trucs comme ça, en fait t'es obligé d'avoir une pelletée de plugins différents qui font tous des trucs très spécifiques et qui sont pas stables. Et donc pour vendre ça à des clients, c'est impossible. Voilà, exactement. Je te cache pas que ça a fait aussi partie des choses qui m'ont un peu fait m'éloigner de l'aspect post-prod. C'est vrai que tout ce côté-là, je le trouvais très lourd. Oui. Et c'est vrai que j'aime vraiment les outils, les plugins ou scripts même des fois, qui vraiment te permettent de faire énormément de choses et qui ne sont pas juste pour faire un truc vraiment très très spécifique. Moi j'aime bien ça, chose de très polyvalent. Il marche très bien quand il est combiné à d'autres effets. Et par exemple, tu peux faire en sorte que ces particules ne soient générées que sous certaines conditions. Et par exemple, ça peut être la valeur de luminance d'une image que tu donnes à Particular. C'est-à-dire que, par exemple, je vais dire à Particular, je veux que tu génères des particules là où il y a du blanc, et par contre, je veux que tu ne me génères pas de particules là où il y a du noir. Et évidemment, entre les deux, il y a toutes les nuances de gris possibles, donc toutes les formes possibles et imaginables. Et là, ça permet donc de faire des générations de particules de manière beaucoup plus aléatoire, de manière beaucoup plus fine, organique, oui, inattendue, très intéressante, très variée, et puis très éloignée de la fonction première qui est juste de générer des petites sphères blanches. Des sphères blanches qui partent un peu dans tous les sens. Et c'est un très bon exemple. Est-ce que
tu penses qu'un bon motion designer doit aussi être un bon monteur? Je trouve que c'est indispensable. Ok. Quand on est motion designer, d'être aussi un monteur, avoir le sens du mouvement, avoir le sens du rythme, et puis ça, c'est un truc qui se travaille. Ah oui. Si j'ai bien des conseils à donner, c'est un truc que je disais à mes étudiants, alors c'est que d'une part, évidemment, il faut vraiment se faire sa culture visuelle. Alors les étudiants que j'avais, en l'occurrence, eux, ils l'avaient cette culture visuelle, parce que c'était leur cursus. Bon, en plus, moi, j'avais des gens qui étaient en master, donc ça faisait déjà 5 ans qu'ils faisaient des études, donc ils avaient bouffé de l'image, quoi. Là, il n'y avait pas de problème. Voilà. Mais des fois, c'est un peu ce qui peut manquer quand on est autodidacte, c'est qu'on on regarde pas forcément assez de choses, on reste souvent limité à ses centres d'intérêt. Par exemple, je sais pas, si on aime le cinéma avec plein d'effets spéciaux dedans, c'est un peu dommage de regarder que ça. Oui. En fait, il faut regarder plein d'autres choses. Mais oui, être curieux. Il faut regarder d'autres genres de films, et puis il faut être curieux. Puis il faut regarder des clips, il faut regarder de la peinture, il faut regarder de la photo. Il faut regarder de l'image en général. Bien sûr. Parce que ça vient nourrir l'imaginaire de 1000 façons, et en fait c'est très important, parce que sinon on reste en fait toujours cloîtré un peu à faire la même chose, quoi. C'est Et dans le même rythme en plus. Et dans le même rythme aussi, ouais. Tu parlais de rythme avec le montage. Effectivement, si tu regardes toujours les mêmes types de contenu, tu auras toujours cette même musique en fait, ce même rythme. Ouais. Ça va pas tu pourras jamais surprendre ou aller un peu ailleurs, quoi. C'est ça. Puis c'est bien de regarder, c'est ce que je disais un peu auparavant, de regarder comment ça marche, le sens du mouvement, c'est-à-dire des fois de regarder des séquences, par exemple des séquences d'animation, de les regarder vraiment image par image. Oui. Et de comprendre pourquoi est-ce que quand il y a ces images-là qui sont mises bout à bout, dans cet ordre-là, à ce rythme-là, pourquoi est-ce que ça fait cet effet-là quand tu le regardes à vitesse normale? Et puis ne pas hésiter vraiment à se les repasser en boucle, et puis se dire, ah oui, d'accord, ok, c'est là que se crée l'illusion. Et vraiment, je trouve que c'est très formateur. Pour faire une micro-aparté, tu parlais de sens du rythme. On n'a pas parlé de ça du tout, mais je crois que tu as une petite formation musicale. Tu savais faire du violon, ou c'est vrai. Tu avais un peu une oreille pour ça, il me semble. Alors c'est vrai, j'avais pas du tout pensé à faire le lien, mais t'as raison. C'est vrai que j'ai quand même une formation musicale, alors très lointaine, parce que ça remonte vraiment à mon enfance. J'ai fait du violon de 3 à 11 ans. D'accord. Si ça se trouve, ouais, peut-être que ça m'a aidé aussi, j'en sais rien. Ah ouais, non, moi c'est drôle en tout cas. C'est vrai qu'on n'avait pas parlé de ça de toi. Est-ce que on peut dire que toi tu as une patte visuelle identifiable ou pas? Je saurais pas. Très franchement, je saurais pas le dire, parce que c'est pas du tout un truc que j'ai essayé de développer consciemment. Ouais. Moi, ce que je peux te dire en tout cas, c'est que pendant un temps, j'étais très content quand c'était la mode du flat design. Parce que c'était très beau ça. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé ça. Ça c'est vraiment toutes les années 2010, on pourrait dire. Enfin, tout à fait. 2010 bien frappé, et puis jusqu'au tout début des années 2020. Là, c'est vrai que là maintenant, ça commence vraiment à être tout à fait passé de mode. Mais moi, je me suis vraiment bien retrouvé dans cette tendance-là, et en bonne partie parce que c'était quelque chose qui était très facile à faire, parce que techniquement parlant, c'est vrai que ces aplats comme ça de couleurs très simples, d'un coup, c'était quand même vachement plus facile à faire avec un logiciel, et moi j'ai aimé ça. J'ai fait quelques petites vidéos. Il y en a qu'on peut voir sur mon site, d'ailleurs. Moi j'en ai notamment fait, j'ai fait une petite vidéo sur Rocky, parce que j'aime beaucoup les films de Rocky. Puis c'est bien ça, avec les rings, on voit différents rings qui représentent le film, etc. Ouais. Tout ça, vraiment, je l'ai fait uniquement dans cet esprit-là, effectivement, d'aplat de couleurs très très simple, et puis de persos avec des formes très géométriques, bien sûr, qui s'animent, très minimales. Ouais. Parce que avant tout, c'était parce que c'était pas compliqué à faire. C'était pas compliqué, puis en même temps, je trouvais ça intéressant aussi, l'exercice intellectuel, d'arriver à faire reconnaître le film, l'acteur, parmi des traits très simples, bien sûr. Exactement. Ok. Quand justement on te contacte pour travailler, quand tu as des contraintes de budget, de délai, de technique, comment tu les gères? Je te dirais que ça, c'est un truc qui va de mieux en mieux avec l'âge. Enfin, l'âge, dans le sens... avec l'expérience. C'est avec l'expérience, voilà, c'est ça. Alors, d'une part, on arrive mieux qu'avant à savoir tout de suite ce qu'il faut refuser, parce qu'il y a des projets qu'il faut refuser. Alors après, c'est important aussi de faire ses armes et d'avoir des années de galère où justement
tu te fais piéger dans des projets où c'est l'enfer, pour plein de raisons différentes. Hein. Oui, ça te fait placer les curseurs pour la suite d'ailleurs. Voilà, exactement. C'est ce qui permet ensuite, par comparaison, de se dire ah oui, non, ça je le referai pas. Parce que là, je sais que ça va se passer de la même manière et ça, je le referai pas. Voilà, je l'ai fait une fois, je le referai. Enfin, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, mais là, je le referai plus. Donc, il y a ça d'une part, savoir refuser quand il faut le faire. Il y a certes il y a l'argent que ça ne te rapporte pas, ça c'est une chose, mais en fait, il y a aussi le coût que ça représente en termes de stress, en termes d'énergie perdue. L'énergie mentale, effectivement. Dans la balance, finalement, on s'y retrouve mieux en refusant certaines choses. Et puis, par contre, si on estime quand même que, ok, ça va être chaud, mais je pense que c'est possible, faut essayer de sentir si la personne en face est prête à écouter ce qu'on a à lui dire. Et par exemple, que il y a des choses qui prennent du temps. Et donc, si ça prend du temps, ça prend de l'argent. Et donc, s'il y a un budget qui est réduit, forcément, on ne pourra pas les faire. Il y a des gens qui sont sourds à ça. Et du coup, là, ça devient très compliqué de travailler dans ces conditions-là. Mais il y a quand même plein de gens aussi qui peuvent très bien entendre ce genre de choses. Et tant qu'on reste sur un climat, je veux dire, détendu, et puis qu'on sente qu'il y a de la bonne volonté de part et d'autre. Voilà, c'est un peu ça que j'essaie d'exprimer. C'est de l'humain, hein, encore une fois, c'est ça qui se joue là. C'est de l'équilibre entre effectivement, il faut que tu sentes que les personnes aussi, elles font tout ce qu'elles peuvent de leur côté. Ça te donne envie en fait de toute façon de faire des efforts. Hein. Puis il y a un truc aussi dont on est soulagé quand on prend de l'âge, encore une fois dans sa carrière, c'est que il y a toute une partie de ces années comme ça où on exerce son métier, où on a énormément de choses à prouver. Donc, on a envie de faire des choses très belles. On est obligé là d'aller vraiment jusqu'au bout et se dire ah, voilà, là maintenant, là c'est comme j'avais envie que ce soit. Alors oui, j'y ai passé beaucoup plus de temps que ce que je pensais, mais là maintenant c'est comme je voulais que ce soit. Ça, heureusement, on arrive à se libérer de ça au bout d'un certain temps parce que on s'est déjà prouvé beaucoup de choses à soi-même. On sait qu'on est capable de faire certaines choses. Bien sûr. Et on n'a plus besoin de s'embarquer comme ça dans cette quête de la perfection qui, des fois, est quand même assez vaine. Qui est infinie, en plus. Voilà, et qui est infinie, exactement. Bon, très bien. Écoute, avant de passer à la conclusion, j'ai quelques petites questions sur le futur. Comment tu vois ton métier évoluer dans les prochaines années ? Alors, c'est un peu dur à dire, hein, parce que c'est vrai que c'est un métier qui est quand même à la fois jeune et pas jeune. Je dis pas jeune parce que le motion design à part entière, finalement, ça remonte au début du cinéma. Les cartons de dialogue. Voilà, des cartons de dialogue, des choses comme ça. Mais bon, ça fait partie de ça. Je veux dire, les titrages au début des films, tout ça. Donc en fait, ça en soi, ça existe depuis longtemps, mais bon, évidemment, le motion design tel qu'on l'entend maintenant, c'est vrai que c'est quand même plutôt vraiment à la fin des années 2000 qu'on a commencé à en parler beaucoup. C'est ça. Puis je pense que c'est un métier qui a quand même encore des beaux jours devant lui, dans le sens où on va continuer à faire de la vidéo pendant un bout de temps encore. Hein. Je pense que c'est pas fini. Par contre, bien sûr, il y a la question de l'intelligence artificielle, à quel point ça va chambouler ou pas le métier. Évidemment, ça a déjà commencé un peu à chambouler les choses parce qu'il y a certaines tâches très très basiques qui maintenant peuvent être faites avec des outils et pas juste avec des humains. C'est vrai. Mais bon, c'est vrai que pour l'instant, il y a beaucoup de choses qui sont quand même pas très satisfaisantes encore avec les intelligences artificielles. Ça aide pour énormément de choses. Ça va continuer forcément de se perfectionner, ça c'est normal. Peut-être que je me trompe complètement, mais j'ai pas vraiment cette idée que là on parle de métier qui va vraiment être remplacé par la machine. Alors que bon, il y en a des métiers là pour le coup qui ont été effectivement quasiment remplacés déjà. Enfin, je pense aux storyboarders par exemple, des gens comme ça. Oui, il y a un gros chamboulement sur l'image fixe, tout à fait. Quant à la vidéo, bon, il y a quand même tout un pan de l'industrie, une certaine façon de faire de l'image qui bouge. Bon, a priori, qui est pas vraiment remise en cause par l'IA et où je pense que ça va rester un outil important, mais un outil quand même. Peut-être que je me trompe, mais à l'heure actuelle, c'est un peu ce que je me dis. Tu t'es pas encore fait de script, par exemple, avec à l'aide d'une IA? Ah si, bien sûr. À faire les tiens. Ok.
Pour les gens qui nous écoutent, juste les scripts sur After Effects, c'est, on va dire, des lignes de code pour automatiser des tâches. Et ça se fait déjà depuis le début d'After Effects. Oui, effectivement, cet aspect-là, quand j'ai compris qu'on pouvait faire ça m'a intéressé assez rapidement. Alors, c'est pas parfait non plus, hein. Je veux dire, des fois, on met du temps à obtenir un script qui est pas buggé, qui fait ce qu'on lui demande de faire. Ah oui, ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est ça. Mais c'est bien. C'est un Mais outil qui est vraiment utile. Moi, je l'utilise. Ah oui, j'ai commencé. Ouais. Est-ce que tu te verrais, toi, plus tard, monter ton propre studio, ou tu préfères rester freelance ou intégrer une agence? Comment tu te vois? Moi, ça me va bien pour l'instant d'être freelance. Je suis pas du tout contre l'idée de retourner en agence. Après, le problème, évidemment, c'est que quand on est à son compte depuis des années, il y a des choses auxquelles il est plus difficile de renoncer en termes de liberté, de souplesse d'emploi du temps, ce genre de choses. Eh oui. Puis c'est bête, mais le fait de pouvoir dire non, ça c'est considérable. Donc ça, c'est pas facile de renoncer à ça. Mais je suis vraiment pas fermé à l'idée. Ce serait tout à fait possible que je retourne en agence. Si tu pouvais bosser sur un projet de rêve, ce serait lequel? En fait, moi, depuis des années, j'ai dans la tête un projet de BD que j'ai énormément de mal à concrétiser. C'est un truc que je vais faire, mais ça met beaucoup de temps à sortir. Donc là, en termes d'ambition artistique, créative, je suis vraiment plus sur la BD que sur la vidéo. Ah ben, est-ce que tu peux en parler en quelques lignes, on va dire, de ce projet-là? Vraiment très très rapidement, hein, parce que c'est encore complètement embryonnaire. C'est vraiment l'envie de faire. C'est un peu une tendance aussi de ces dernières années dans la BD. Il y a beaucoup de gens qui font des choses plus ou moins autobiographiques. Moi, j'ai envie de faire un truc un peu dans cette veine-là, mais sous forme de chronique. Voilà, j'ai envie de raconter certaines années, tout particulièrement les années du collège, parce que je trouve que c'est vraiment là qu'il se passe beaucoup de choses en termes d'humain, quoi. Parce que c'est là qu'on apprend vraiment les codes de la vie en société. C'est le choc. C'est souvent les années de collège. C'est les montagnes russes émotionnelles, le collège. C'est vrai. C'est les années où c'est un peu difficile avec les autres en particulier. Donc ça j'aimerais bien réussir à vraiment, en faisant des petites chroniques, parler d'une époque, parce que j'ai envie de le situer dans les années que j'ai connues moi. Donc c'est vraiment les années 90 où il se passe des choses, que ce soit en termes de société ou juste d'esthétique, comment on faisait les choses à cette époque, comment on montrait les choses à cette époque, comment on s'habillait à l'époque, qu'est-ce qu'on voyait à la télé, comment on était formaté à ce moment-là. Bah oui. Voilà, c'est pas simple. Mais c'est mon envie, puis c'est vraiment une envie très forte. Ah bah écoute, c'était très bien, hein, ça fait office de news un peu, voilà, sur où tu te vois aussi plus tard, peut-être à faire ce projet, à concrétiser ce projet en parallèle de ton métier dont on vient de parler. Alors on va passer donc à la partie de la conclusion. Avec le recul, qu'est-ce que tu dirais au Basile de ses débuts? Je pense qu'un conseil que je me donnerais, je me dirais à moi-même, il faut pas trop céder à la tentation du perfectionnisme. C'est bien de vouloir faire les choses le mieux possible. Bien sûr. Mais il faut pas être trop exigeant avec soi-même, mais aussi avec les autres. Tu vois, par exemple, je vais te donner un exemple concret. Souvent, quand il y a des gens qui te montrent leur travail, souvent tu peux avoir un peu cette idée que il faut que tu leur dises ce qui va pas. Donc tu vas leur dire, oui, mais alors là, tu vois, là c'est pas tout à fait ci, c'est pas tout à fait ça. Là, t'aurais pu faire comme ça, autrement et tout, non, voilà. Et puis après, t'es un petit peu fier de toi parce que tu dis, ouais, j'ai trouvé plein de trucs intéressants à lui dire, etc. Voilà. Et en fait, quand il n'y a que ça suffit pas, parce que c'est au moins aussi important, voire plus important, que tu dises à cette personne qui t'a montré son travail, bravo. Même si il y a plein de trucs qui sont très très imparfaits, c'est important de lui dire bravo, pas de manière hypocrite, juste parce qu'il faudrait lui dire bravo. Non, c'est important de lui dire bravo parce qu'il a fait quelque chose, parce qu'il est allé au bout de quelque chose. Et ça, en fait, c'est super important. Et ça, c'est un truc que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre et je pense que ça aurait été bien que je le comprenne plus tôt. Voilà. Que moi j'ai beaucoup été quelqu'un qui a été dans la critique. C'est un truc qu'on m'a souvent reproché à raison. Hein. Mais j'étais comme ça avec les autres parce qu'avant tout j'étais comme ça avec moi-même. La plupart du temps c'est comme ça. Et en fait c'est bien de se rendre compte que déjà c'est formidable de faire quelque chose parce qu'il y a tellement de gens et j'en fais partie. Il y a tellement de gens qui veulent faire mais qui ne font pas parce qu'en fait c'est dur de faire. Tu vois par exemple ma BD là je l'ai pas encore faite. Il faut que je la fasse mais je l'ai pas encore faite. Oui, voilà. Mais tu sais aujourd'hui que
tu vas la faire parce qu'aujourd'hui, je sais que je vais la faire. Tu t'accomplis Ouais. pas en faisant le plus parfaitement possible, tu t'accomplis en faisant tout court déjà. C'est déjà. Ouais. Mais c'est une lutte, c'est vraiment une lutte, c'est très compliqué. Tu vois, je me débat encore avec ça. Je la comprends et elle me touche d'ailleurs, hein, cette raison et cette remarque, parce que c'est tout l'objet de ce podcast aujourd'hui aussi. Hein, j'avais envie de faire. J'avais pas envie de me dire, tu vois, le truc qui tourne dans ta tête pendant des années. Ah là là, si je faisais un podcast, oh, j'adorerais présenter, j'adorerais interviewer telle personne, qu'on parle un peu, qu'on partage notre passion. Et c'est super important. Ça, c'est un super message. Et justement, je voulais dire, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans le motion design aujourd'hui? Ben déjà, justement, il faut qu'il fasse. Moi, je pense qu'il faut se trouver des projets. Je le disais plus tôt aussi, c'est bien de faire des tutos, de savoir faire des éclairs et des météorites, mais ce qui est important, je pense, c'est de se faire des projets, même des projets très modestes. Je dis pas qu'il faut faire des projets de films ou des choses comme ça forcément, Non, bien sûr, mais qui est un projet, de se dire voilà, j'aurais envie de faire ça, j'aurais envie que ça se passe de cette manière-là. C'est ça que je dirais moi avant tout. Faut se trouver des projets et les faire. Ouais, génial. Voilà. Et enfin, quel est ton tips perso? Ce truc que tu fais, que tu as appris avec le temps, qui tu penses peut faire l'objet d'un bon tips, un bon conseil pour ceux qui s'y mettent? C'est un truc qui m'a toujours quand même souvent aidé, parce que c'est vrai pour le montage, mais c'est vrai aussi pour du motion design. Ça débloque beaucoup de partir d'un son. Ça peut être de la musique, mais ça peut être aussi juste des sons, quoi. Eh oui. Souvent, ça peut beaucoup débloquer. Parce que on a beaucoup parlé de sens du rythme avec toi là. Oui. Et ben voilà, avoir une musique, avoir un son. Des fois, ça peut être même un son qui est dans sa tête. Tu regardes ce que tu es en train d'animer, et puis d'un coup, tu as un bruitage qui devient je sais pas quoi, tu vois. Bien sûr. Et là, tu l'entends dans ta tête, et du coup, tu le traduis visuellement avec une certaine élasticité. C'est ça, l'élan du truc. L'élan, ouais. Exactement. Voilà, donc le son est important, je pense. Oh bah, très bien. Écoute, ton actu, est-ce qu'il y a des choses que tu sors qui sont visibles par le grand public, ou tu as travaillé en ce moment que pour des agences ou des trucs corpos qu'on ne peut pas retrouver? Et donc, hormis ton actu, où est-ce aussi qu'on peut te retrouver pour te contacter? Alors, mon actu, comme tu le disais, c'est vrai que comme c'est plutôt des trucs d'agence ou de corpo, c'est vrai que ce ne sera pas forcément des choses connues par le grand public. Mais alors, si on veut me contacter, c'est vrai que le plus simple, c'est quand même d'aller sur mon site, hein, je pense, hein, que j'ai cité tout à l'heure. Donc, je rappelle l'adresse, c'est bazky.com, bazky.com, où évidemment, j'ai une adresse mail où on peut me contacter. Je répondrai évidemment avec grand plaisir. Donc, n'hésitez pas. Si vous êtes une boîte de production, quelqu'un qui avait des envies et qui n'avait pas les compétences, n'hésitez pas à aller sur son site, Bazky, BAZKY, et puis à contacter Basile directement. En tout cas, merci beaucoup Basile d'avoir pris le temps de partager tout ça. Merci à toi, c'était vraiment un plaisir d'échanger, hein, même si j'ai l'impression d'avoir été vraiment très très bavard. Oh écoute, ça va être un podcast je crois de 50 minutes, mais on a enregistré, ça va, on a enregistré 3h15. Seulement 3h15. Bon, en tout cas, merci à vous d'avoir écouté cet épisode d'On verra en post-prod. Si vous avez aimé la discussion, n'hésitez pas à suivre le podcast et à le partager autour de vous. Ça nous aide énormément pour la suite. Basile, je te dis au revoir, et à tout le monde, je dis à très vite pour un nouvel épisode.